garder la bonne santé, l'on vous conseille 5 fruits et légumes. Mais je vous dis, pour être toujours en forme et bien de votre peau, suivez tout simplement Matin Bonheur car elle est survitaminée. Bonjour à tous et bienvenue. Je ne suis pas seule, vous vous en doutez. On carbure nous au chocolat et le monsieur à côté de moi, je connais un peu ses habitudes, c'est plutôt du café. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous mesdames et messieurs. Oui, 5 fruits et légumes par jour. Voilà, Matin Bonheur est la seule émission homologuée par tous les coachs en développement personnel. C'est pas Laura qui nous dira le contraire. Ah non, Coach, si. elle sera avec nous. Et Bien puis sûr. voilà, c'est une émission qui vous donne, elle a dit, des vitamines, mais des vitamines pour le corps, des vitamines pour l'esprit. Ça tombe bien parce qu'on va parler famille, on va faire du sport avec le fitness. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on va essayer de décrypter les mélanges dans nos sauces. Est-ce qu'il est de bon aloi de manger dans une même soupe du poisson, de la viande, du poulet, ce qu'on appelle communément soupe des pêcheurs? Vous êtes plus soupe de pêcheur ou soupe de non-pêcheur? Je pense bien que de pêcheurs, parce que bon, je maîtrise, soit dit en passant, Oui. la préparation de cette Oui. Mesdames et messieurs, la cette soupe au pêcheur, recette. mais d'Alix Cocola, c'est une tuerie. Oh là là. Mais ça fait vivre. Merci Mais d'être bien avec sûr, nous. C'est bien Matin sûr. Bonheur. On va vivre ce matin. Très, très heureux de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on aura au menu, madame? On aura beaucoup de choses, à l'instar de ce patchwork que nous arborons. Nous aurons bien sûr Coach Lola qui sera avec nous pour nous parler des soft skills à comprendre. Elle nous définira tout de suite. On vous laisse mijoter. Les techniques de négociation. Aussi, le docteur Frédéric Zabi qui aura fait son entrée la semaine dernière, entrée très remarquée et très remarquable. Aujourd'hui, il nous parlera bien sûr de l'attribution des responsabilités dans le couple. Absolument. Et à côté de lui, on aura également un invité au niveau de l'actu. C'est bien sûr Désiré Begré. Il est passionné, féru de cacao ivoirien. Et lui, il a décidé de mener le combat pour que nos produits de première nécessité, nos produits vecteurs du tourisme et de l'économie soient vraiment promus. Parce qu'il est dans la bande dessinée, c'est un artiste, une bande dessinée didactique sur le cacao dans les écoles françaises. C'est tout un programme. Exactement. Bien sûr, nous aurons nos plusieurs tranches de l'information avec Régis Kofi. Et Ange-Patrick Ollier s'occupera de vous faire la lecture, passer en revue la presse d'ici et d'ailleurs. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous le savez, nous sommes le 28 novembre, à vos sapins. Normalement, on dit que le sapin, c'est un mois avant le 28. Bon, on a eu 3 jours après. Donc, est-ce que vous avez vos sapins chez vous? Sinon, en séance de rattrapage jusqu'à la fin du mois. Oui, ayez vos sapins, parce que c'est pas facile. Choisissez vos couleurs, ne soyez pas jaloux comme Alex qui veut avoir la même couleur de sapin que quelqu'un. On ne sait pas de qui il s'agit. Mais oui, elle a décidé de prendre la même couleur. Alors, Alex, aujourd'hui, c'est le 28 novembre 2018. Nous, on a fini de faire le sapin. Après, combien de sacrifices? 28 novembre, on fête les... Nous fêtons aujourd'hui la Saint-Jacques de la Marche et les prénoms, ce sera Crescentien, Florentienne, Kiestia, Sostène. Kétia. Ah oui, il s'en est fallu de peu. Ah, pour que ce soit mais on salue en tout cas tous les Kétias du monde. On salue en tout cas celle de Paris. On salue Kétia, voilà, qui ont fait un gros bisou. Du fond du cœur, du fond du corps. Alors... Anniversaire des stars. Aujourd'hui, 28 novembre. C'est bientôt l'anniversaire de Kétia, c'est une star. Ah oui, aussi. Enfin, oui. Aussi. Dans moins d'un mois? Juste après un mois? Non, juste après. D'accord. Claude Lévi-Strauss, philosophe et ethnologue français, est né un 28 novembre et c'était à l'année 1908. Voilà. Et puis nous ont quitté le 28 novembre William S. Kinsley, écrivain américain, auteur de romans policiers, parti donc 11 septembre 1928. Et puis la citation du jour, juste avant le journal de Régis Kofi, un conte, c'est le message d'hier transmis à demain à travers aujourd'hui. C'est tellement beau. Ah oui, Amadou Hampâté-Bâ, icône de la culture, personnalité tutélaire de la culture de notre continent, Amadou Hampâté-Bâ. Et c'est bien beau pour commencer la journée. Un conte, c'est le message d'hier transmis à demain à travers aujourd'hui. Un flash, c'est l'information d'aujourd'hui qui, demain, sera caduque. N'est-ce pas, Régis Kofi? Effectivement.
Tout à fait, Marco. Bonjour, Alix également. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. On démarre en politique. Le parti Liberté et Démocratie pour la République leader décide de rejoindre le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une décision prise lors d'une rencontre des militants dans la commune de Treichville en prélude au 2e congrès extraordinaire du parti. Lutte contre le changement climatique, cette lutte est au cœur de la 2e édition du Salon international géomatique, une initiative du Comité national de télédétection et d'information géographique. Au cours de cette édition qui va durer 3 jours, les participants auront à échanger leurs expériences en matière de mesures adaptatives face aux effets néfastes du dérèglement climatique sur l'économie, la société, les espèces et l'écosystème. D'un salon à un autre, celui dédié aux animaux de compagnie. La première édition de ce salon a permis aux professionnels du secteur d'expliquer aux amoureux des chiens, chats, oiseaux et autres les droits des animaux en général. Durant 2 jours, ce salon a été un espace d'échange, également de découverte, d'opportunités qu'offre ce secteur d'activité. Walter Amadou. Séance de vaccination gratuite contre la rage. Nous sommes au Palais de la Culture d'Abidjan. L'activité est une composante du premier salon des animaux de compagnie qui réunit les professionnels et les amoureux des animaux. À travers ce salon, vraiment être en contact avec les propriétaires d'animaux et même ceux qui n'ont pas des animaux pour leur dire comment est-ce qu'il faut prendre soin d'un animal, comment faire pour vivre en harmonie avec son animal. Un animal doit être bien logé, il doit être bien nourri, il doit être bien entretenu et tout cela nécessite un certain nombre d'accessoires nécessaires vraiment au bien-être de l'animal. Pour l'Association des vétérinaires privés et praticiens de Côte d'Ivoire et l'Ordre national des vétérinaires de Côte d'Ivoire, c'est une occasion de promotion des opportunités qu'offre non seulement leur secteur d'activité, mais aussi ce salon permet de faire connaître les droits des animaux. Il faut d'abord aimer les animaux, il faut leur accorder, comme on appelle, un bien-être, il faut leur accorder un gîte, il faut leur donner à manger et il faut les traiter, il faut les prévenir les maladies qui peuvent les atteindre. La plupart des maladies émergentes et réémergentes aujourd'hui dans le monde, 60% proviennent des animaux. Donc si nos animaux sont bons, en bonne santé, qui sont bien suivis, nous avons aussi notre santé. 2 jours durant, les spécialistes de toilettage des animaux de compagnie, les documentaristes, les vétérinaires, les vendeurs d'aliments et plusieurs professionnels du secteur ont été à l'écoute des étudiants et des autres visiteurs de ce salon. J'ai beaucoup à apprendre des animaux et vu que c'est ma passion, voilà, je suis venu pour en savoir un peu plus. Ce salon va apporter un plus à ma formation puisque j'ai fait la production animale. Ça va m'aider à mieux appréhender certains terrains que je vais affronter dans l'avenir. Vivre en harmonie avec nos animaux de compagnie, c'est le thème de cette première édition qui a enregistré, selon les organisateurs, plus de 3000 visiteurs. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 6h30 pour un autre développement de l'information. Exactement, et avec grand plaisir. On se reverra à 6h30 donc à Régis. Et nous vous faisons travailler tout le corps, bien sûr au travers de notre capsule fitness qui est bien animée par le coach Cyril qui donne de sa personne et même de son âme pour vous faire garder la ligne. C'est parti. Bonjour chez vous, bonjour Marco, bonjour Alix, j'espère que vous allez bien. Alors, on va travailler tout le corps aujourd'hui. Petite session comme d'habitude pour vous mettre en jambes. Alors, on va travailler tout le corps. Premier exercice, on va mettre les mains là, simplement, on se tient debout. On va monter sur la pointe des pieds et redescendre. 20 répétitions. On aura 6 exercices à faire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On monte sur la pointe des pieds et on redescend. 1, 2, n'oubliez pas d'expirer quand vous montez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur la pointe des pieds. On va mettre les 2 mains ici, courir sur place pour 30 répétitions. Les 2 jambes font 1 répétition. Bras bien tendus. Allez, on vient chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets de profil pour que vous me voyez mieux.
8, 9, on lève la jambe au maximum. 12, 13, 14, 15. Parfait. Allez, on va aller au sol. On va se laisser tomber à 4 pattes. Poitrine au sol. Donc les mains pas ici, les mains au niveau de la poitrine. On pousse, on va en arrière, on revient, on redescend au sol. On va pour 15 répétitions. Le troisième exercice, 5, 4, 3, 2, 1, on pousse. On va en arrière et on redescend. Vous travaillez vos bras et votre poitrine là. 2, allez. 3, 15 répétitions. On pousse. 4, 5, 6, on pousse en arrière. 7, 8, essayez de garder le corps bien droit quand vous montez. 9, 10, encore 5 répétitions. Restez avec moi. 11, 12, 13, 14, le dernier, 15. Parfait. Allez, prochain exercice, on va se mettre en position assise. Travailler les abdos. On va joindre la main, essayez de toucher le sol de gauche à droite. Deux côtés font une répétition, on va à 20 répétitions. Donc on arrondit le dos, on descend légèrement le haut du corps. Rotation de tout le haut du corps. On va chercher à enrouler les mains au sol. Allez. 1, 2, on touche le sol à chaque fois. 3, 4 pour 20 répétitions, n'oubliez pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parfait. Après cet exercice, je pense que vous devez bien sentir les obliques, cette partie-là de vos abdos. Dernier exercice, on va se remettre à 4 pattes. D'accord? On va tendre le bras gauche et la jambe droite et alterner pour 20 répétitions. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va tendre le bras gauche et la jambe droite. Boum, on alterne, on change. 2, toujours le côté opposé, n'oubliez pas. 3, non, ça partit du même côté. 4, mais essayez de vous concentrer pour rectifier ça. 5, jambes bien tendues en arrière. 6, on essaie de rester droit. 7, 8, 9, 10. Parfait. Rien de tel pour vous faire transpirer un peu ce matin. C'est de toutes petites sessions, très rapides, mais très efficaces en même temps, qui vous permettront d'être en jambes le matin. Elles seront 2 fois plus efficaces si vous entraînez après, c'est-à-dire le soir, la descente du travail par exemple, un peu de cardio, ou encore aller en salle, ou encore s'entraîner à la maison. C'est un ajout qui vous sera vraiment utile. Un bon conseil que je vous donne. Prenez soin de vous. Ça me fait toujours plaisir de m'entraîner avec vous et passer une bonne journée. Au revoir. Merci coach Cyril. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir, avec ces exercices faciles à faire chez soi, vraiment en famille ou seul. C'est selon, en tout cas, merci de nous aider à bien débuter le matin. Alors, quand vous mangez des soupes du pêcheur, vous aimez y mettre, comme on dit communément à Abidjan, en Côte d'Ivoire, toute la faune et la flore là-dedans. On a de la viande, on a du poisson, on a un peu de tout. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est bon pour la santé? Crustacés, mollusques et tutti quanti. Est-ce que c'est bon pour notre santé? Eh bien, on essaie d'aller voir un peu clair dans la sauce, la preuve.
Les mélanges dans les sauces. Viande, poulet, poisson, crabe. Elle a l'air délicieuse cette sauce. De la viande, du poisson, du poulet, des crabes. Oh là là! Mais selon notre nutritionniste Dr Kwasi Jules, certains mélanges dans les sauces sont déconseillés. La combinaison des aliments. Ben oui, certains aliments ne s'associent pas. Par exemple, les volailles et les fruits de mer comme les crevettes et les crabes ne doivent pas se retrouver dans la même sauce car les protéines animales atténuent le goût. Encore moins, mélanger les escargots et la viande rouge. Il faut savoir combiner les aliments. Certaines combinaisons ne sont pas recommandées à cause de leur qualité organoleptique, c'est-à-dire la capacité d'apprécier le goût et la perte de leur valeur nutritive. Bon, en d'autres termes, mettre dans une même sauce du poisson, de la viande, etc. veut tout simplement dire que vous ne mangez pas la qualité. Il est préférable de les consommer sans faire de mélange inapproprié. Déguster une sauce faite uniquement à base de poisson ou de poulet, quel plaisir! Bien manger, ça fait du bien. Voilà. Ça peut faire du mal aussi. Exactement. Mais bon, en tout cas, franchement, on prend d'une bonne oreille tous ces conseils-là, mais toutefois, nous avons notre identité culinaire. La soupe du pêcheur, franchement, il faut qu'il y ait tout là-dedans. Sinon, c'est plus une soupe du pêcheur. Et puis finalement, ici, quand le reportage passait, je disais à mon confrère Ange-Patrick Ollier, qui fait la revue de presse, on a beau faire ça, on a beau passer tous ces documents, ces éléments-là, mais quand on est au pied du plat, c'est là qu'on voit la hauteur et la beauté du plat. On se comprend. Et tout de suite, c'est le relais passé à Ange-Patrick Ollier. Oui, mais avant, Ange-Patrick, si on allait faire un point route, ça vous dit? Mais pourquoi pas? Prendre la route, histoire de s'échauffer un peu. D'accord. Pendant ce temps, Ange-Patrick s'échauffe. Allez, point route, c'est parti. On va commencer par abracadabra. Quelque chose me dit qu'on va aller à l'échangeur. Voilà, j'ai trouvé. Un piètre magicien. Oui, un magicien à 2 balles. Bah oui. Allez, très tôt ce matin, vous l'imaginez, le trafic idem que les jours précédents. Voilà, 6h13, le matin est encore jeune, très très jeune. Le matin est encore bébé, comme on dit. Il n'y a pas de circulation, pratiquement pas. Voilà. Ensuite, prochaine fois. Quelque chose me dit... Laissez la profession de magicien. Ça ne vous va pas. Abrapondabra. Pont de Gaulle, circulation quand même présente ce matin. Voilà, les Ivoiriens sont au travail. Et ils vont au travail aussi, surtout. Ensuite, nous avons le boulevard Lagunet avec une vue sur les salades d'eau douce. Voilà, en ce les phares dernier... sont déjà bien présents, hein, parce que c'est tôt le matin. Mercredi du mois de novembre. Oui, la fin de l'année, c'est une réalité, mesdames et messieurs. Et le balai de véhicules timides sur l'asphalte à cette heure-ci de la matinée. Et nous allons finir avec... Boulevard Latry, Cocody et ces taxis jaunes, les Woro qui font le trajet des différentes personnes qui vont à leur lieu de travail. Donc, alors, merci à eux. Hein, pour, ceux qui nous regardent de l'extérieur, un Woro, ses particularités, il y a des couleurs. Pour les différentes communes? Pour les différentes communes d'Abidjan, il y a le bleu pour Yopougon, c'est ça? Oui. Le jaune pour Cocody. Et puis la particularité aussi, c'est que c'est 4 personnes dans la voiture, hormis le chauffeur, qui ne se parlent pas, qui regardent toutes devant. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut reconnaître. Et par l'habillement aussi. On sent qu'il y a un jean, un veste. Vraiment, c'est représentatif quoi, de notre agglomération. Merci d'être avec nous ce matin. Bonheur. On est très heureux. C'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie, même quand on se lève à 3 h du matin, comme celui qui arrive maintenant. Ange-Patrick Ollier, c'est la revue de presse. On y va.
Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'intérêt que vous accordez à la revue de presse à Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous parlerons économie dans l'actualité nationale et sur le continent, il s'agira du président gabonais Ali Bongo. Deuxième contrat de désendettement et de développement, la France apporte un appui budgétaire à la Côte d'Ivoire, titre Fraternité Matin. Le quotidien pro-gouvernemental souligne que ces deux conventions ont été signées hier sous la présidence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le site APA News Témoin indique que parmi ces deux accords, il y en a un d'un montant de 25 milliards de francs CFA, en plus des appuis d'autres bailleurs de fonds. Selon ce site d'information, il permettra de combler le gap budgétaire de la Côte d'Ivoire. Parlant toujours du Premier ministre ivoirien, Le Sursaut dévoile en partie dans ses colonnes ce matin les réseaux, le plan et les hommes de Amadou Gon dans le cadre de la bataille de positionnement pour 2020. Autre révélation ce matin par le confrère, il s'agit de grands bouleversements qui se préparent au sein du PDCI, du RDR et du FPI. Bédier, Ouattara, Afi et Simone face à un gros dilemme, ajoute Le Sursaut. Poursuivons notre revue de presse pour parler de l'état de santé du président gabonais. Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, quittera la capitale saoudienne mercredi pour Rabat pour poursuivre sa convalescence, a annoncé hier mardi son épouse Sylvia sur sa page Facebook Révèle Ouest France. Annoncé à Londres pour son rétablissement, Jeune Afrique croit savoir les raisons du choix définitif porté sur la capitale marocaine. L'hebdomadaire panafricain explique que Mohamed VI avait insisté auprès de Mme Ali Bongo pour que son ami d'enfance vienne passer sa convalescence dans son pays. Et le confrère de conclure, il avait fait aménager un établissement hospitalier militaire, notamment pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Terminons avec une sexagénaire qui, revenant de ses emplettes, va faire une surprenante découverte. Il s'agissait d'un cambrioleur âgé de 47 ans qui est resté coincé sur le rebord de la fenêtre d'une salle de bain située à plus de 4 mètres du sol. Il avait tenté de rentrer dans la maison de cette vieille dame par cette ouverture, mais avait visiblement sous-estimé son physique. La police contactée n'a eu aucune difficulté à l'épingler. Le voleur a été condamné à près de 2 ans et demi de prison par le tribunal de Manchester où se sont produits les faits. Alix, Marco, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi et à demain. Merci beaucoup, Ange Patrick. Voilà, on a une bonne odeur de chocolat, de cacao, tout ça. Ah là là, on a une bonne odeur, bref, de Côte d'Ivoire. Grand moment de Côte d'Ivoire que nous allons passer ensemble, mesdames et messieurs, en compagnie d'un de ses fils dignes qui fait la promotion des mamelles nourricières de notre pays, le café et le cacao. Lui, c'est le cacao précisément. C'est Monsieur Désiré Begré, c'est notre invité actu, une bande dessinée didactique sur le cacao dans les écoles françaises. Bonjour, Monsieur Begré. Bonjour, Monsieur Begré. Bienvenue à Matin Bonheur. Merci. Vous allez bien? Ça va. Je vous présente à ma ravissante collègue Alix. Enchantée, elle Alix. aime beaucoup le chocolat. Le chocolat est là, on va peut-être à la fin partager ce chocolat. Ah oui, non, on a déjà commencé ce matin. Puisque vous insistez, comment vous allez? Je vais très bien. Comment vous faites pour la promotion du cacao à travers les bandes dessinées? Ça vous est venu comment? L'idée m'est germée un matin lors d'une conférence en France. J'ai le président de la région de San Pedro qui est arrivé, qui cherchait des moyens additifs pour pallier aux subventions que l'État donne aux régions. Donc je l'ai présenté à mon maire de ma commune, l'île Saint-Denis, qui m'a dit, Désiré, que pour pouvoir aider la région de San Pedro, il faudrait une entité. Et c'est là que j'ai créé l'association Les Amis de San Pedro. Et à ma première journée porte ouverte, où j'ai monté les merveilles de San Pedro, j'ai monté un film de 8 minutes qui décrit le process cacao, depuis le planting jusqu'à la tablette de chocolat. Et c'est là que les autorités m'ont dit, mais Monsieur Begré, mais il serait intéressant d'apprendre aux petits Français, le process cacao dans les écoles. J'ai dit, bon, pourquoi pas. C'est ainsi qu'avec le département de la Seine-Saint-Denis, nous avons effectivement élaboré un programme. Et depuis 2016, j'enseigne dans le collège du département de la Seine-Saint-Denis, dans un programme appelé Découverte, en collaboration avec les professeurs d'histoire géo et des sciences naturelles. Donc voilà.
Et partant de là, bon, dans mon souci, dans mes recherches, j'ai dit, bon, il faudrait que je crée une BD qui va servir d'outil pédagogique. Et puis, voilà, vous voyez cette BD que vous voyez. Voilà. Je fais parler une cabosse aux enfants. C'est la cabosse qui est... Ah oui. Ouais, c'est la star. Les amis de San Pedro présentent Wakunugbe, la cabosse qui parle. J'aime bien. Ça signifie la chance en langue roumaine. Est-ce qu'elle prononce bien? Parce qu'elle, c'est une blanche. Oui, mais elle prononce très bien Wakunugbe. Voilà. C'est ça, Wakunugbe. Allez-y. Wakunugbe. Très bien. Wakunugbe, regardez. Wakunugbe, c'est beau là. Et l'histoire est derrière, vous voyez, oui. C'est la cabosse. Voilà. Et cette BD a été certifiée par le Conseil du Café Cacao. Vous voyez, la première page est là. Oui, on a vu. Ouais, donc, c'est une BD nationale que les Ivoiriens doivent s'approprier. Bon. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont assez informés sur le cacao, de vous à nous? Je ne pense pas. Mais c'est l'occasion de... Le cacao, c'est notre symbole. C'est le cacao qui a conçu la Côte d'Ivoire. Donc il serait intéressant nous-mêmes de s'approprier ce cacao, de le connaître en long et en large. Effectivement, et puis apprendre ça à nos enfants, évidemment, c'est très important. Et puis ça va changer le comportement au niveau de la consommation. L'État peut aider les enfants à consommer. Le cacao a plein de vertus. Et ça, c'est important. En France, vous voyez, aujourd'hui, moi, je transforme les mentalités des enfants. Ces enfants que j'enseigne, demain, ils seront des décideurs. Et ils m'ont promis que dès qu'ils deviennent des responsables dans les bourses du cacao, ils vont influencer les prix au profit de nos planteurs. Et depuis la France. Vous voyez un peu. Donc, aussi en Côte d'Ivoire, il faudrait aussi que nos enfants consomment pour qu'au moins il y ait une valeur ajoutée dans ce que nous faisons. D'accord. Mais là, dans votre démarche, c'est plus ciblé sur les écoles françaises, puisque vous êtes basé en France. Et en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, vous êtes ici. Quel serait peut-être... votre apport pour sensibiliser justement les petits Africains, les Ivoiriens notamment? Effectivement, je suis là pour faire la promotion. Mon pays même a droit de s'approprier cette BD. Je demande aux autorités... C'est pour ça qu'on vous reçoit sur ce plateau. Ce n'est pas publicitaire, c'est informatif. Tiens, donc, j'ai attiré l'attention du ministère de l'Éducation nationale, du Conseil du Café Cacao qui a bien voulu que je remercie le directeur qui a participé à l'élaboration, à permettre à cette BD d'être certifiée. De s'approprier cette BD pour la partager même à l'école ivoirienne. Et ça, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup votre intervention. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, ceux qui sont censés faire même la promotion de cela, bon, peut-être c'est un manque de moyens. Parce qu'on voit, par exemple, sur des chaînes étrangères, déguster le bon café de Malaisie. On a toutes ces pubs-là. Mais on n'entend pas la Côte d'Ivoire, alors que nous sommes les premiers. Effectivement, moi je le fais de manière bénévole. Et c'est un ambassadeur bénévole. Oui. Donc aujourd'hui, moi j'ai un réseau de près de 5000 personnes qui sont prêtes à consommer le chocolat de l'artisan. Je suis prêt à long terme avec les autorités à organiser une foire de chocolat. Avec nos artisans, il faut aussi faire l'émulation de ce monde-là. Axel Emmanuel, il doit y avoir d'autres artisans. Donc en France, on pourra faire une foire. Déjà avec 5000 consommateurs. On peut peut-être mettre à l'antenne en même temps. Oui, allez-y. Le process de transformation. Le process de transformation. Oui, ça c'est... Allez-y. De la matière première. De la matière première, évidemment. Vous voyez, on commence dans la cabosse. Déjà, on prend les semences qu'on... Il faut qu'on montre bien la cabosse, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu. Voilà. On a l'illustration, voilà, du thé au chocolat. La cabosse, oui. De la cabosse. Cacao, tout ça. La cabosse, c'est quand la cabosse arrive à maturité. Ça, c'est de belles cabosses, ça. Ça, je vois déjà nos parents. Et les promenades dans les champs de cacao, ça doit être Et quand elle arrive, on les récolte avec un sécatoire ou un émontoire. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On les regroupe pour le cabossage. On ressort les fèves qui vont passer à la fermentation. On a des images qui montrent un peu le processus, quand on est en train de casser les cabosses, tout ça, avec la bonne ambiance au village. La fève séchée. Ça se sèche sur les claies, en plein soleil nature. Regardez toutes les vitamines. Tout ça. Regardez comment c'est bien l'ambiance. Il faut encourager nos planteurs, ils font du beau travail. Effectivement, en 2018, donc, M. Begré, en 2018, est-ce qu'on peut toujours faire ça comme ça? Il n'y a pas de moyens d'évoluer, de moderniser, de faire en sorte qu'on ne puisse pas toujours casser ça comme ça. On a reçu un inventeur de la NACAD. Peut-être vous pourriez travailler en collaboration pour qu'il trouve des machines aussi adaptées pour amoindrir la pénibilité du travail de nos parents paysans. C'est possible. Moi, je pense qu'ils ont un bon interlocuteur, le Conseil du Café Cacao.
qui est la maison mère, qui conseille les planteurs. Mais moi, je suis très traditionnel. Le conseil café cacao ne peut pas tout faire aussi. Je suis d'accord. Mais vous savez, ce n'est pas évident. Il y a la nature, le cacao a besoin de sa nature. La preuve. Si nous sommes leaders, c'est parce que ces processus sont naturels. Il faut les respecter. Mais le temps évolue aussi, il faut s'adapter. Le temps évolue, il faut s'adapter. Mais après, on va créer un problème de qualité du cacao. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut arriver. Non, en fait, c'est juste pour faciliter la tâche. Ou démarrer l'expérimentation. C'est pas mauvais. Donc, je pense que les autorités nous écoutent. Je pense que le conseil a... Non, laissez les autorités même. Parce que toujours, les autorités aussi ont beaucoup à faire. On doit faire un relais après. Vous-même, vous êtes un excellent relais à l'international. Il y a d'autres, il y a des inventeurs sur le terrain avec qui... Matin Bonheur, c'est une plateforme également. On peut vous mettre en contact pour faire quelque chose de bien. Il y a aussi des gens dans votre cas qui peuvent créer des choses pour amoindrir le travail de nos parents. Parce que être paysan ne doit pas forcément être synonyme de souffrance. On doit atténuer un tant soit peu leur travail, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Donc, je vais y penser, je vais y réfléchir, voir la preuve. Moi, je suis déjà avec des artisans. On va déjà faire une fois pour pouvoir leur donner un espace en Europe. Ça va concurrencer pas les grands groupes, mais déjà, au moins, ça va faire... Belle promesse qu'on applaudit. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, au niveau de, je veux dire, pour réduire la pénibilité, ça, c'est des études qu'on va essayer de faire. Oui, justement. Parce qu'il faut rester dans les normes. Le cacao est un produit très spécifique. Hein. Il y a des Ivoiriens qui ont des sociétés dans les normes aussi qui peuvent aider. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une plante qui a été faite par nos ingénieurs de la CNRA. Il y a le cacao Mercedes. Le cacao Mercedes, oui. Un peu, qui va plus vite. Déjà, ça, c'est une bonne innovation, déjà. Ça augmente la productivité. La production et tout. Voilà. Nous sommes avec ça, on a atteint, je crois, 2 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire a toujours une longueur d'avance. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois mangent du chocolat. Le marché devient grand, donc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, Merci beaucoup, Monsieur Begré. Les amis de San Pedro, Wakunoubé, la cabosse qui parle, c'est tout un environnement. Voilà. On peut se procurer justement Non, je vous offre ça de force. Pour les autres enfants de Côte d'Ivoire. Maintenant, la corbeille reste ici. Hein. Pour les autres enfants de Côte d'Ivoire, nous sommes des grands enfants. J'attends la réaction de nos autorités parce que la BD est vendue en France de manière officielle. À combien À 12 €. À 12 €. Ce sont les mairies qui les achètent pour les offrir comme prime aux enfants qui ont reçu au BPC, à tous les examens. Donc, moi, je suis là pour que les autorités m'accompagnent. Merci beaucoup. On aime tellement le cacao, on aime tellement notre pays qu'on a rogné. On a rogné avec la permission de la réalisatrice de quelques secondes sur le journal. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. J'aimerais qu'on applaudisse ce digne fils de Côte d'Ivoire qui fait la promotion de voilà. C'est ça, Matin Bonheur, l'émission qui fait la promotion des talents, qui mettent leurs talents à disposition de leur beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc on est tous fiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon vent à vous. Parlons de vent, mais ça fait partie de l'atmosphère, n'est-ce pas? Il y a le vent, il y a les températures. Il y a les températures, il y a la pluie, le soleil et tout ça. C'est la météo. C'est parti. Avec votre souris qui fait tout. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, les régions du Nord seront sous l'influence d'un temps brumeux qui laissera progressivement place aux effets du rayonnement solaire. Dans les régions de la bande centrale, le temps sera partiellement nuageux avec la bonne présence de quelques cumulus. Quant au sud du pays, le temps restera simplement nuageux. Pour les températures de la matinée, 25 degrés à Abidjan, on l'observera aussi à Diaké, 23 degrés à Bondoukou et à Boaké, 24 à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogo, 22 à Mont, 19 degrés la minimale à Odiéné, 25 à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 à Tabou et enfin 23 à Yamoussoukro. L'après-midi au nord, le temps sera brumeux, chaud et relativement sec. Et dans les régions de la bande centrale et du sud du pays, le temps sera peu nuageux et ensoleillé. Néanmoins, en milieu ou en fin de période, on pourrait assister à des orages isolés ou des pluies localisées, notamment dans les régions forestières. Pour les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 33 degrés à Bondoukou, 32 à Boaké, 31 à Daloa, 32 degrés à Dimbokro, 31 à Gagnoa, 34 à Korogo, 31 degrés à Mont, 33 à Odiéné, 31 à San Pedro et Sassandra, 30 degrés à Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.
Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. La Côte d'Ivoire, à travers l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a partagé au cours d'une rencontre au 8e sommet des Africités au Maroc son expérience des pratiques innovantes dans la gestion des collectivités locales. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de la 17e édition du Salon international du bâtiment organisé par le Maroc. Une occasion pour les autorités ivoiriennes de s'inspirer du modèle marocain dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat social. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, l'un des principaux candidats de l'opposition aux élections présidentielles du mois prochain, est de retour à Kinshasa. Son retour marque le début de la campagne de l'opposant. Plusieurs centaines de militants ont fait le déplacement à l'aéroport. Ils ont également accueilli Vital Kamerhe, un autre poids lourd de l'opposition. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diandéré a affirmé hier ignorer qui a commandité la tentative de coup d'État de 2015. C'est au deuxième jour de sa comparution au procès des putschistes présumés à Ouagadougou. Le général a catégoriquement nié être à l'origine du coup de force raté, bien qu'il ait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et à l'armée loyaliste. En Tunisie, la visite du prince héritier saoudien rencontre une vive opposition. À Tunis, des manifestants brandissent des scies pour évoquer le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Pour beaucoup de Tunisiens, Mohamed Ben Salman n'est pas le bienvenu. Et puis le président gabonais Omar Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, quittera la capitale saoudienne aujourd'hui pour Rabat pour poursuivre sa convalescence. C'est ce qu'a annoncé hier son épouse Sylvia sur sa page Facebook. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité consacrée à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous retrouve à 7 h pour un autre développement de l'information. Merci beaucoup à vous, très cher Régis Kofi, en alternance bien sûr avec Abdoulaye Koné. Concernant l'info sur Matin Bonheur. Matin Bonheur, on a vu un peu l'info de l'Afrique, on a parlé cacao, on a fait un peu le tour. C'est ça notre alchimie, c'est cette alchimie-là qui fait que Matin Bonheur est une émission suivie. Merci en tout cas à tous ceux qui nous font confiance. Et puis Matin Bonheur aussi a ses racines dans le pays profond de notre pays, la preuve. J'aime bien. C'est chez vous en plus. Bien oui, ouais, c'est votre région. Ma région,
J'aime bien la musique. La musique, c'est... En tout cas, c'est une belle culture musicale que nous avons là-bas, développée. Aussi, à côté, on a la fête d'Indiam, qu'on appelle un Djidja, c'est comme ça. Vous connaissez tellement la tradition de votre région, donc dites-nous ce qu'elles disent dans la chanson. Non, je ne saurais vous traduire textuellement ce qui a été dit. Ouais, grosso modo, mais je sais que c'est une danse réjouissance, voilà, pour nous maintenir dans la joie. Oui, merci beaucoup, Alix. Je vous en prie. Elle aussi, elle nous maintient dans la joie chaque jour. Chacun de ses passages est frappé du sceau du coaching, comment on dit, de l'assiduité. Et de l'assiduité, ah oui, je dis pas. De la vie. Elle s'est tout simplement présentée là, s'il vous plaît. C'est notre coach adoré, coach Lola Wise. Bonjour beaucoup. Bonjour, bienvenue, pardon. Bonjour, on peut dire bonjour beaucoup aussi. C'est normal d'être ému, hein, c'est coach Lola quand même. Alors, aujourd'hui, on parle de soft skills. Oui, on parle What de soft does it skills. mean, comme disent les Américains? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, soft de l'anglais qui veut dire doux. Skills qui veut dire compétences. Donc, soft skills, des compétences douces. Ce sont des compétences qui ne sont pas forcément tangibles, mais qui vont permettre à l'individu d'augmenter ses performances, son efficacité au quotidien, professionnellement parlant, personnellement, etc. Donc, dans les soft skills, on va avoir une panoplie de compétences que les recruteurs, que dans le monde professionnel, on va être beaucoup plus regardant sur l'acquisition de ce type de on va dire de compétences pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc on va avoir par exemple l'intelligence émotionnelle, on en a parlé, on va avoir la négociation, on en parle aujourd'hui, et on a une multitude de soft skills comme ça qu'au quotidien on développe ou pas. Très bien. Là, moi, j'ai entendu un mot qui m'a interpellée, acquisition. Cela voudrait dire qu'on n'a pas en nous ces soft skills, il faut les développer. Et comment cela se fait? Alors, les soft skills, en réalité, ce sont, on va dire, plus ou moins une prédisposition à développer ou à manifester telle ou telle compétence. Donc, généralement, on a tous plus ou moins quelques, on ne va pas dire notions, mais on va être plus ou moins à l'aise par rapport à la négociation, donc le thème du jour. Mais après, il va s'agir de développer en réalité cette compétence-là au quotidien, prendre conscience du fait que c'est une compétence qui se développe. Donc, on l'a tous, plus ou moins, et on la développe au fil du temps et on se fait former également pour développer ses compétences. Comment ça se matérialise concrètement? Alors, aujourd'hui, on va parler de la négociation. Donc, on va véritablement prendre la négociation comme exemple et voir surtout au niveau de la négociation comment est-ce que ça se développe, comment est-ce que c'est important, etc. Donc, si on veut partir sur le principe de la négociation, donc aujourd'hui, nous apprenons la négociation. L'exercice. Exercice. Alors, pas encore l'exercice, déjà comprendre pourquoi est-ce que déjà sur une compétence comme la négociation, c'est super important au quotidien dans la vie de monsieur, madame, de l'enfant, du vieux, du jeune, etc. C'est que la négociation est une forme, on va dire, poussée des relations interpersonnelles dans laquelle on essaie d'atteindre un accord après des concessions ou des contreparties. Donc au niveau de la négociation, quand je parle de négociation, tout le monde pense aux négociations commerciales. Donc je ne suis pas commerciale, ça ne me concerne pas du tout. Au quotidien, quand on prend la négociation, nous sommes tous des négociateurs. Vous êtes commercial du bien-être. Exactement, dans mon cas. Mais je veux dire, au quotidien, on se dit, apprendre la négociation, ce n'est pas nécessaire. Mais par exemple, lorsque vous allez chercher du moins un appartement, il vous faut à un moment donné négocier le loyer. Le prix, c'est clair. Négocier, on va dire, les conditions, modalités, etc. Lorsque vous êtes en entreprise, à un moment donné, il faut négocier sa promotion. Ou même pour entrer dans l'entreprise, il faut déjà négocier le salaire. Lorsque vous êtes un enfant à la maison sous... on va dire, le joug de l'autorité parentale, il faut négocier les sorties. Bien sûr. Et même, surtout en ces périodes. Et surtout en cette période de fin d'année. Exactement. Et lorsqu'on prend, par exemple, même la relation homme-femme, il faut négocier également pour les rendez-vous galants. Ah bon? Ah oui. Et tout ça vient pas de soi, ça, c'est pas naturel? Donc voilà, la négociation, c'est super important. Et il faut comprendre que dans toutes les situations de négociation, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Notamment, il faut prendre en compte la personnalité qu'on a en face de nous. C'est un point essentiel. Et généralement, quand on parle de personnalité, j'aime bien dire qu'il y a plus ou moins 6 grands profils. 6 profils à prendre en compte. Alors, pourquoi est-ce que je prends les profils? Parce qu'en fonction du profil, il faut adapter
ajuster, affiner sa technique de négociation. Donc, on va faire cet exercice ensemble. OK, profil 1. On avait hâte. Donc, le profil 1, j'aime bien utiliser les chapeaux parce que ce ne sont pas des personnes qui sont comme ça tout le temps. Mais à des moments, c'est la personnalité qu'ils mettent en avant. Et donc, c'est comme des chapeaux qu'on peut porter et retirer. Et on va partir sur 6 chapeaux, donc 6 profils. Et ça, c'est le premier chapeau. C'est le chapeau blanc qui représente un peu le profil de Dora. Ah, Dora l'exploratrice. Oui, la personne célèbre. Exactement. La personne qui véritablement est transparente, elle est blanche, elle n'a pas d'a priori, elle est ouverte, elle pose beaucoup de questions. Un bon fond. Beaucoup de questions. Oui. Quand vous êtes en face d'une personne avec qui vous êtes en train de négocier, qui pose des questions, c'est le profil blanc et généralement le chapeau blanc. Et donc, comment est-ce qu'il faut gérer et engager la discussion avec cette personne, c'est la nourrir d'informations. C'est une personne qui va prendre sa décision sur la base des informations que vous allez lui communiquer. Donc, premier type de négociation avec ce genre de personne. Chapeau blanc. Deuxième type, c'est le chapeau rouge. Dites-moi, le chapeau rouge, ça peut être qui? Oh, ils nous l'ont déjà mis. Joe Dalton, par exemple. C'est l'opposé du chapeau blanc. L'opposé du chapeau blanc, mais surtout, c'est une personne qui est tout le temps en colère. Ah oui. Tout le temps en colère et même pas forcément par rapport au sujet qui vous concerne. Vous pouvez arriver, commencer à négocier avec la personne pour, s'il te plaît, est-ce que je pourrais ou est-ce que tu pourrais ceci. La personne est déjà en colère. C'est le souffle-grouillon, quoi. Voilà, je suis déjà en colère, ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc la personne peut dire non, pas forcément parce qu'elle est contre l'information ou elle ne va pas dans le sens de la négociation que vous êtes en train de lancer, mais juste parce que ça ne l'arrange pas, juste parce qu'elle est de mauvaise humeur, juste parce qu'elle est nerveuse, parce qu'elle est vraiment subjective dans sa prise de décision. Donc il faut faire très attention. Face à une personne rouge, il faut savoir que tout va se jouer plus sur l'état de la personne au moment où vous venez lui parler. Donc il faut faire le choix. C'est une personne, il faut faire très attention à quel moment on vient lui présenter le sujet qui va faire l'objet de la négociation. D'accord. Donc comme je dis, la négociation, c'est vraiment toute forme de négociation. On ne parle pas qu'aux commerciaux. Alors ensuite, on a le chapeau noir, le chapeau de la personne super désagréable. Alors quand on montre cette image, c'est bien évidemment le personnage de Basé Thérèse et non la personne. Donc quand je dis le personnage, c'est le rôle qu'elle joue dans la série Ma Famille. Désagréable tout le temps. Non, je confirme qu'à la ville, elle est magnifique. Ah oui, exactement. Exactement. Donc c'est vraiment le personnage dans Ma Famille, donc toujours désagréable, pas contente, qui critique tout. Donc c'est une personne qu'il faut vraiment arriver avec des arguments en béton, parce qu'elle va les descendre les uns après les autres. Son rôle dans la négociation, c'est de descendre tout ce que vous allez dire, c'est d'apporter des contre-arguments à tout. Oui. Donc ce sont des personnes, il faut vraiment arriver préparé à toutes ces agressions, à toute éventualité. Voilà, ces agressions masquées, etc. Et ensuite, on a alors, je voudrais qu'on ne mette pas d'abord l'image, mais qu'on dise surtout, selon vous, ce serait qui le chapeau jaune? Alix, est le porte-parole du groupe. Alix est le porte-parole, donc porte-parole. Chapeau jaune, plutôt modéré, réceptif. Modéré, d'accord. Non, si Alix a parlé, je suis donc c'est ça. En plus, c'est le jaune. Voilà, c'est jaune. Donc, alors, l'idée, quand on parle du chapeau jaune, c'est véritablement la personne joviale. Et donc, on a notre... on ne dit pas. Voilà, notre Dougoutigui Lobé national, toujours jovial. Mais on ne voit pas le savon? On ne voit pas le savon ce matin. Un peu sur le côté... Bref, c'est conseil. Voilà, c'est ça. On ne dit pas. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on prend le chapeau jaune, donc le profil, donc n'oublions pas, on est vraiment en train de parler des profils. Le profil. Donc, le chapeau jaune, la personne toujours joyeuse, optimiste, qui est un peu souvent dans la spéculation, qui vraiment... Qui a gardé son âme d'enfant. Dans l'exagération, à tout moment, elle est positive et tout ça. Il faut faire très attention, c'est un des chapeaux les plus dangereux. Ah oui. C'est un des profils les plus dangereux. Et pourquoi? Pas Dougoutigui, mais véritablement le profil. Le profil, pourquoi? Parce que ce que vous voyez en apparence, c'est une personne qui est d'accord sur tout. Et tout le temps. Pas forcément avec vous, pas forcément avec ce que vous êtes en train de dire. Donc la finalité de la négociation ne va pas forcément tourner en votre faveur. C'est comme ça il est, comme il dit. C'est comment ça est. Donc voilà. Donc au niveau de ce profil, Marco, ça peut aller. Ils s'attendaient surtout, ils s'attendaient pas à ça. C'est le choquant. Moi, en fait, c'est le choquant dans ses conseils. Même dans ça, même coach l'avait nous coacher. C'est conseil. On a essayé du moins. Je ne sais pas si ma vidéo va faire le buzz, mais toujours est-il, c'est que lorsqu'on est en face de ce profil, il faut faire même plus attention
qu'avec le profil noir et rouge. Parce que c'est un profil qui est totalement inattendu. Au moment où on pense que la négociation évolue bien, on peut être surpris de voir qu'à la fin, mais il m'a trahi, il n'a pas fait ce qu'on a dit, il n'est pas allé dans mon sens, pourtant il était content. Mais c'est sa personnalité. On a 2 derniers profils à voir. Donc le profil vert, c'est généralement la personne qui est vraiment toujours à la recherche de l'évolution, de la transformation, de la nouveauté, de l'innovation. Une personne à la MacGyver. C'est une personne qui va toujours être en train d'essayer de tenter, d'essayer des choses différentes. Donc dans la négociation, c'est une personne qu'il va falloir éblouir avec des informations nouvelles. Cartésienne. Exactement. Cartésienne, mais surtout nouvelle. Il faut venir novatrice. Il faut venir l'amener à se dire, ah, pourquoi pas? Ah, véritablement, je ne l'avais pas prévu. Ah, c'est intéressant. Oui, j'avais pas Donc, pensé à ça. il faut véritablement l'éblouir dans la négociation parce que c'est une personne qui est très sensible à la nouveauté, à l'innovation, etc. Et enfin, le dernier profil, c'est le profil bleu. Donc là, par contre, la personne super cartésienne qui, en réalité, la négociation, vous n'en avez presque pas besoin parce que cette personne avait déjà pris la décision avant même que vous commenciez. Donc, c'est une personne qui est déjà favorable. Ça, c'est vous, ça. Et il faut... Probablement. Ça, c'est vous. Enfin, je me jette, alors, c'est vous. Il faut probablement juste s'assurer de confirmer les différents points que la personne avait déjà plus ou moins identifiés. C'est une personne organisée et méthodique. Qui attend juste confirmation. Exactement. Il faut véritablement se dire que quelle que soit la négociation... Alix, vous êtes dans quel chapeau, Alix? Je pense plus le chapeau jaune. Violet. Le jaune? Oui, je pense plus donc le jaune. Il faut faire très attention. Ah oui, surtout. Et le chapeau violet, il n'y a pas un chapeau spécial pour Alix? Il n'y a pas de chapeau violet, mais apparemment le jaune lui va si bien. Et vous? Non, c'est vous. Moi, j'ai trouvé votre chapeau. J'ai trouvé votre chapeau. Bleu. Chapeau bleu, alors, moi, je pense que chapeau bleu, un mélange de bleu et de jaune. Merci beaucoup. Un mélange de bleu et de Déjà, je suis le fruit d'un mélange, donc vraiment, et puis moi, j'aime le mélange, j'aime le brassage, donc c'est ça. Excellent. Donc là, maintenant, une fois qu'on a identifié les personnes, il faut surtout prendre en charge la méthode. La méthode, c'est vraiment les 4 étapes clés pour réussir sa négociation. Donc, encore une fois, tout type de négociation. On n'est pas uniquement le commercial qui est en train de vendre quelque chose au marché. Mais dans la journée, on négocie sans savoir. Prenez attention, observez vos journées, vous négociez et vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter parce que vous n'êtes pas préparé à la négociation. Vous vous laissez faire et vous acceptez ce qu'on vous dit. L'idée est de véritablement prendre conscience de cela et s'organiser. Premièrement, définissez vos objectifs. Vous devez savoir clairement ce que vous voulez obtenir de chaque interaction avec une personne sur un sujet donné. Avant d'arriver à l'accord, il y a toujours une phase on va dire, de contrepartie, de concession, etc. Vous devez clairement identifier ce que vous pouvez céder et ce que vous ne pouvez surtout pas céder. Vous devez vraiment délimiter cette zone de négociation. Cloisonner tout. Cloisonner cette zone de négociation. Et également, vous posez la question, quelle est cette fourchette pour la personne en face de moi? Donc, si je suis en train de négocier avec Alix, me demander qu'est-ce que Alix est prête à accepter et qu'est-ce qu'elle n'acceptera surtout pas. Comment détecter ça justement chez la personne en posant des face? questions. En posant des questions, en connaissant la personnalité, en posant des questions. Également en connaissant les intérêts de la personne. Questions fermées, questions ouvertes? Questions ouvertes surtout. Parce que les questions fermées, on va répondre oui, non. Ça, c'est pas intéressant. Il faut véritablement amener la personne à parler. Qu'est-ce qui est très important pour toi? Quel est l'élément clé pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et lorsque la personne commence à parler, on sait qu'on ne peut pas rentrer dans certaines zones. On ne peut pas dépasser certains aspects au niveau de la négociation. Le deuxième point, il faut véritablement comprendre les dangers, les risques et les obstacles à la négociation. Donc, comprendre les réalités de la personne. Donc, le premier point, c'est ses objectifs, mes objectifs. Le deuxième point, ses réalités, ses contraintes, ses dangers, ses risques, tout ce qui pourrait intervenir au moment de la négociation et gâcher totalement la négociation en question. Donc, le troisième point essentiel lorsqu'on travaille sa négociation, c'est de véritablement s'assurer qu'on choisit son attitude. Quelle est l'attitude que je vais avoir avec cette personne? Et là, on revient aux personnalités. Donc, connaissant les profils, vous avez identifié le profil de la personne. C'est une personne qui est tout le temps nerveuse. Vous êtes, je sais pas, la personne a un magasin, vous venez juste lui demander de déplacer sa voiture. Elle a un magasin, elle est assise dans son magasin, elle crie seulement du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Quand vous arrivez devant le magasin, pour lui demander de négocier, de déplacer du moins la voiture, il ne faut surtout pas lui dire « Madame, venez déplacer votre voiture », elle ne viendra pas. Donc l'idée, donc là, c'est une négociation. Parce qu'elle n'est pas obligée de venir déplacer sa voiture, mais vous voulez qu'elle déplace sa voiture. Donc ça, c'est un cas propre et classique de négociation, mais on ne fait pas attention. Donc c'est de venir dire à la personne,
Vous êtes belle aujourd'hui, hein? Vous avez Voilà. une jolie Commencez femme. par autre Bonjour, chose. madame. Ah, mais c'est Commencez bien ici, par hein. autre chose. Regardez les produits dans le magasin. Ça ne va pas les Des nerver, vous amorphes. regardez sans payer? Je reviens plus tard acheter. La vie n'est pas simple. Hein? Voilà, désamorcer la bombe. Non, elle a la bonne. Voilà, c'est ça. Désamorcer Amorcer la la bombe bombe. avant d'annoncer l'information parce que Très c'est une bien. personne qui tire sur tout ce qui Préparer bouge. le terrain. Préparer le terrain. Donc, un profil, chapeau rouge, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. La programmer. Exactement. Et donc, choisir l'attitude, mettre en place une stratégie en fonction justement du profil. Et la dernière, au niveau de la préparation, la dernière étape, c'est véritablement de choisir sa technique, sa tactique. Et là, je vais donner 3 tactiques. Super. Prenez note. Prenez vraiment note. Prenons tous note. Alors, la première des tactiques, c'est véritablement de commencer beaucoup plus haut que ce que vous souhaitez voir réaliser. D'accord. Donc, si vous êtes par exemple au marché, j'ai pris mon panier, je suis allée au marché, je suis allée faire mes courses et je veux acheter un article. Moi, je veux l'acheter moins cher. Bien sûr. Mais le vendeur veut le vendre plus cher. Donc, le vendeur doit commencer haut et vous devez commencer très bas. Ah ouais. Donc, en réalité, vous devez toujours prendre en compte votre objectif et commencer beaucoup plus haut que ce que vous voulez en réalité. Parce qu'en réalité, la négociation, comme j'ai dit, c'est une série de concessions et de contreparties. Ça dépend des pays, hein, parce qu'il y a des pays, le prix, c'est le prix. Hein. Oui, non, mais alors, faisons très attention. Quand la négociation peut exactement intervenir. est possible. Hein. Bon, voilà. J'ai bien dit au marché, on pense sur ça qu'on part au marché. Là-bas, on peut marchander. Mais si vous rentrez dans un grand supermarché... Vous allez à Dubaï, déjà. Non, mais chez les concessionnaires, je veux la voiture. Non, le prix, il est bien. Mais est-ce que vous savez que même chez les concessionnaires, vous pouvez négocier, hein? Vous pouvez même négocier chez le concessionnaire. Mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut avoir les arguments pour. C'est pour ça que je dis, ne sous-estimez pas la négociation. Ça peut vous faire gagner tellement de choses, aller tellement vite, économiser énormément d'argent à plusieurs niveaux. Donc, il faut toujours savoir si c'est possible de négocier ou pas. Et lorsque ça l'est, vous vous engouffrez dedans et vous vous organisez pour que ça se fasse. Donc, première chose, donc toujours viser plus haut et procéder à reculons. Procéder véritablement à reculons. C'est-à-dire, le monsieur, il vous dit, bon, un entretien d'embauche, par exemple, la dame, elle est assise à son entretien, on lui demande prétention salariale. Elle a écouté mon premier conseil, elle dit, je veux 3 millions. OK, d'accord. Net d'impôt. Net d'impôt. Ouais. OK, d'accord. Oui. Donc, dans la salle, tout le monde se rassoit bien, on se dit, ah, en face de qui sommes-nous? Peut-être qu'on a mal identifié le profil. Et puis, on commence à peine la négociation et dit, bon, donnez-moi 300 000. Donc, vous voyez qu'il y a un peu... ça fait peur. Ben oui. On perd tout de suite sa crédibilité lorsque on descend de sa négociation d'un coup. Il faut le faire progressivement. C'est-à-dire, on passe à 2,8 millions, 2,6 millions. On ne va jamais aux deux extrêmes. Donc là, par exemple, je prends un autre cas. Madame, monsieur. Monsieur Marco, Madame Alix. Et Alix veut la dernière voiture. Allez, quelle voiture? Vraiment un beau modèle, une voiture de luxe. On a dit, on vise haut, hein? Oui, on ne voudrait pas faire de pub en même temps, mais en tout cas, les derniers modèles sont à Abidjan ici déjà. D'accord, donc une grosse voiture, une grosse berline. Et qui doit payer? C'est moi qui dois payer. Voilà. Donc, elle vient voir monsieur Marco. Oui. Elle lui dit, je veux cette dernière voiture de cette dernière marque à on va dire 80 millions. Avec des vitres teintées. Hein. Voilà. Intérieur cuir rouge. Full option, oui, je sais. Voilà, full option. Oui. Maintenant, elle vient le voir. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'elle commence. Quand elle va chercher à descendre un peu, il ne faut surtout pas qu'elle dise non, je vais plutôt prendre telle voiture. On a compris, hein. On va faire. Bon, allez, demande-moi. Alors chérie, tu as vu les nouvelles voitures qui circulent dans la ville là? Oui, j'ai vu, c'est très bien, c'est très bien. Ah mais super, mais ça tombe bien parce que j'en voulais une aussi. Ah oui, mais tu sais, avec le budget pour les enfants, les voyages des enfants qui doivent aller à Singapour, tout ça, moi j'ai un budget très serré là. Les enfants, ils ne sont pas compliqués. Hein. On pourrait remettre leur voyage peut-être dans 2-3 mois. Mais la voiture fait combien déjà? On parle d'une centaine, voilà, centaine de millions. 80 millions? Oui. 80 millions? Ton chéri, 80 millions, mais franchement, moi je pense qu'avec 20 millions, ça peut aller. 20 millions. Non, mais la voiture, elle coûte 80 20 millions. On peut acheter après un peu, c'est possible, de faire un leasing. Non, je ne pense pas, c'est du cash tout de suite. Et c'est à ce moment-là que Alix dit, je peux accepter la voiture, mais tu sais, chérie, la voiture, on peut l'avoir à 75 millions en retirant telle et telle option. Donc, elle ne change pas le modèle, elle ne change pas la voiture qu'elle veut, elle réduit le coût final de la voiture
un tout petit peu en acceptant de concéder certaines des options de sa voiture et un peu de son confort. On ne laisse pas tout d'un trait, on va progressivement. Et il ne faut pas perdre de vue ses objectifs. Donc quand Marco envoie Madame Alix vers les enfants, elle doit revenir sur le sujet en question. Parce que là, on parle de la voiture. Donc, la négociation, on nuance avec les enfants. Non. Je voulais brouiller un peu les pistes. Voilà. Donc, il faut rester sur le sujet, toujours revenir sur son sujet, descendre progressivement sans perdre de vue l'objectif final. Sinon, j'ai payé la voiture d'un coup. Merci, chérie. J'ai payé la voiture. Voilà, donc ça, c'est une bonne stratégie. Et comme toujours... De Dora qu'on a vu. De Dora, exactement. Bon, je ne sais pas si Alix pourra monter dedans, mais bon. On se retrouve au palais de justice juste après. Voilà, donc négocier. C'est vrai, tout est négociation, en fait. Tout est négociation. Avec son patron, avec sa femme. Tout le temps, avec ses enfants. Avec ses enfants, toutes les relations, on va dire, interpersonnelles permettent la négociation au quotidien. Rapidement, 30 secondes, conclusion. Alors, conclusion, je voudrais juste dire, prenez conscience de tout le potentiel que vous avez et arrachez, on va dire, à la vie ce que vous méritez au travers de toutes vos négociations réussies. Et bien, à très bientôt. À très bientôt. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Réussissez avec toutes les clés que coach Lola vous a données, surtout les femmes. On va devenir très dangereuses dans les maisons. Pourquoi les femmes? Tous, tout le monde. Sinon, votre voiture est menacée. Vous voulez toujours votre voiture? Je vais négocier. On va négocier. Oui. Allez, nous, on ne négocie pas. On accepte tout de vous parce que vous êtes nos patrons, très chers téléspectateurs. On part maintenant à la pub et après à la dernière salle de l'information sur RT1. Merci beaucoup, coach Lola. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité internationale. Bonjour, bienvenue. Des centaines de migrants d'Amérique centrale qui ont tenté dimanche un passage en force de la frontière américaine se sont retirés dans un camp voisin de Tijuana. Quelques 500 migrants tentent en vain de franchir illégalement la frontière américaine, repoussés par les forces de l'ordre américaines. Au Brésil, un phénomène impressionnant causé par des termites est visible dans le nord-est du pays. Depuis des milliers d'années, des colonies de termites mesurant environ 1 cm ont bâti 200 millions de monticules reliés entre eux par des tunnels sur une surface équivalente à celle de la Grande-Bretagne, créant un paysage lunaire rendu aujourd'hui visible par la déforestation. Emmanuel Macron, le président français, veut réconcilier le social et l'environnement. Hier, le président français a pris la parole publiquement au sein du Haut Conseil pour le climat pour préciser sa politique énergétique et surtout répondre à la colère des Gilets jaunes. En ce qui concerne la transition écologique, le président français annonce jusqu'à 6 nouvelles fermetures de réacteurs nucléaires d'ici 2030. On écoute le président français Emmanuel Macron. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. On reste en France. Les avocats de Laura Smet et David Hallyday sont à nouveau au tribunal pour faire bloquer les royalties versées par l'ensemble des maisons de disques qui détiennent le catalogue de Johnny Hallyday. Les 2 aînés du chanteur contestent le testament de leur père, selon lequel les revenus découlant des ventes de disques sont désormais versés à sa veuve Laetitia. Et on parle de plusieurs millions d'euros. Posséder un petit bout de la Lune, c'est possible. Sotheby's met en vente des échantillons de roches lunaires prélevés lors de la mission soviétique non habitée Luna 16 en 1970. Vendu une première fois 442 500 $, plus de 200 millions de francs CFA. En 1993, ils sont désormais estimés entre 700 000 et 1 million de $, 350 millions et 500 millions de francs CFA par la maison d'enchères. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis. Merci Régis. Bonne journée à vous. On se revoit demain. Merci.
Ah oui, demain. D'accord. Donc on aura Abdoulaye vendredi. Il prend goût maintenant. Et nous aussi, hein. Oui, on prend plaisir à vous recevoir. Avec sa belle voix, tout ça, Régis. Régis Kofi, merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, dans votre couple? Qui gère? Qui tient le bon bout, les tenants et les aboutissants? C'est tout un programme. Hein. Le thème, c'est l'attribution des responsabilités dans le couple. Avec notre docteur, notre psychothérapeute, docteur Zabi. Frédéric, il est avec nous. Mais on va s'échauffer un temps soit peu. Pendant ce temps, on va vous proposer l'élément vidéo et puis on se retrouve juste après. Attention, attention. Amour et responsabilité. Souvent, on pense que les choses sont claires ou que tout va se mettre en place naturellement grâce au pouvoir de l'amour. Malheureusement, c'est de cette absence de réflexion sur le sujet que naissent incompréhension et frustration. Comment se prennent alors les décisions au sein des couples? Comment on repartit les tâches? Qui gère les dépenses? En somme, qui fait quoi? Au sein de mon couple, les décisions se prennent ensemble. Mon épouse et moi, on se met ensemble et on prend les décisions. Bon, les dépenses, on les fait en commun. J'ai eu la chance d'avoir une épouse qui travaille. Moi également, je travaille. Donc, à la fin du mois, on met les revenus ensemble et selon les priorités, on engage les dépenses. Les décisions au sein du couple se prennent à deux. C'est-à-dire que, il y a une décision, tu viens, tu demandes à madame quel est son point de vue. Bon, voilà, elle va donner son point de vue. Maintenant, toi, tu essaies de voir qu'est-ce qui est mieux. Il y a quelques dépenses qui sont faites par l'homme. Puis bon, la femme prend un peu des relèves quelquefois. À la fin du mois, bon, si madame veut payer ce qu'elle veut payer, elle paye. Bon, moi aussi, je paye ce que j'ai à payer, mais il faut dire que moi, je participe actuellement, je participe à 80%. Si le monsieur a payé les factures de courant, madame peut payer les factures de l'eau. Madame aussi peut acheter les choses pour les enfants. On ne doit pas forcément dire que c'est l'homme qui doit tout acheter dans un couple. Il ne faudrait pas que ce soit seulement l'homme, comme sous le régime ancien où on disait que c'est l'homme qui était le chef ou le maître incontesté de la famille. Il faudrait que ce soit de pair qu'on puisse gérer et prendre des décisions. En Afrique, pendant des années, c'est l'homme qui a toujours été le maître, celui qui pourvoit aux besoins de la famille. Cela implique qu'il en gagne suffisamment assez pour subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les tâches ne peuvent incomber qu'à l'homme seul. Tous ne sont pas cependant de cet avis. Il existe encore des hommes qui sont contre cette idée. Je ne suis pas d'accord que la femme participe aux dépenses de la maison. Voilà. C'est une priorité réservée à l'homme, comme le dirait peut-être que dans la Bible et dans le Coran. Voilà. Donc je me base déjà sur ces deux grands livres pour gérer mon foyer. Voilà. C'est l'homme qui fait tout. Hein. La femme, même quand elle travaille, quand vous lui dites de payer ou bien de participer aux dépenses, ça devient un conflit. Hein. Donc il est mieux de la laisser avec son salaire et puis prendre le dessus. L'homme reste l'homme, hein. L'homme qui fait les dépenses. Comment et à quel pourcentage se fait la contribution aux charges de ménage? Si cette question était évoquée avant les noces, bien de couples auraient mieux fonctionné et il y aurait eu moins de problèmes. Résultat des courses, la formule classique. Les couples choisissent à deux leur logement et mettent en commun leurs revenus. Mais ce sont toujours les femmes qui font le ménage et achètent la boîte d'allumettes. Belle chute. En tout cas, bonjour Monsieur Frédéric, bienvenue à nouveau. Docteur. Oui, docteur de la famille. On a entendu plusieurs commentaires, plusieurs modèles. Alors, quelle est votre réaction? Merci beaucoup. Je suis encore content de venir parler des choses de la famille. Un sujet qui passionne tout le monde et qui fait que les débats sont houleux en général, alors qu'il ne faut pas, parce que le sujet est très sérieux et quand il faut en parler, il faut être sérieux. Et il faut des choses sérieuses, des arguments sérieux. La conclusion tout à l'heure m'a interpellé. La conclusion qui disait que c'est parce que le sujet n'est pas abordé avant les noces qu'il y a des problèmes. Je vais vous faire peur un peu par des chiffres. Entre le 1er janvier 2018 et la date d'aujourd'hui, 2018, j'ai reçu dans mon cabinet 412 couples en difficulté. 412 couples. Sur les 412 couples, il y a 73% qui ont un âge compris entre 30 ans et 40 ans. Et les raisons majeures pour lesquelles les gens ont ces difficultés-là sont liées à des petits riens dans le couple au quotidien. Des choses qu'on peut régler, mais qu'on n'arrive pas à régler, qui sont liées en général à la prise de responsabilité, à l'attribution des responsabilités, à la sexualité et à pas mal d'autres sujets comme la communication, par exemple, les relations avec les belles familles, etc. Ok, merci docteur. Ça, c'est le postulat par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, par rapport à notre thème,
Parlons de responsabilité. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi déjà une responsabilité dans le couple? Je vais vous faire faux bon. Et je vais vous faire faux bon exprès. Je m'attends à tout avec vous. Je sais qu'au pire des cas, on se retrouve. J'aimerais qu'on pose la thématique autrement que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce qu'en la matière, il faut se méfier des vieux clichés. Les vieux clichés qui attribuent des tâches particulières voilà, à un genre. Dans le couple, on dit, par exemple, aller chercher la nourriture, envoyer l'argent, s'occuper des finances en général dans la maison, ça appartient à l'homme. Non, je ne sais pas pourquoi arriver là-bas. Moi, le thème responsabilité, le mot responsabilité déjà, les mots clés, c'est quoi? Ça englobe quoi? La responsabilité ici englobe les décisions, par exemple, pour ne pas entrer dans les définitions académiques, hein, ça englobe les décisions, ça englobe les actions, ça englobe toute la charge émotionnelle qu'on a dans le couple et tout ça. C'est tout ça qu'il faut mettre dans la notion de responsabilité. Et il faut comprendre que on a une responsabilité partagée. J'aimerais déjà commencer par là. Une responsabilité partagée. Monsieur a des choses qu'il a à faire. Madame a des choses qu'elle a à faire en fonction de la sensibilité de chacun, en fonction des capacités de chacun, en fonction des compétences de chacun. L'éducation aussi, l'influence. Voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en charge. Moi, je ne fais pas, par exemple, une attribution d'office de certaines charges dans les foyers. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de responsabilité dédiée, en fait. Dédiée à la femme, dédiée à l'homme. Contrairement à ce que les gens pensent. Parce qu'ils sont dans les vieux clichés, comme j'étais en train de dire. Les nouveaux clichés, c'est quoi? Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Quand je parle de vieux clichés, c'est tout ce qu'on a reçu, en fait, des préconçus qu'on a reçus de nos parents, en fait, qui attribuent des charges d'office à certaines catégories de personnes dans le couple. Il faut se méfier de cela. Parce que quand on ne s'en méfie pas, on tombe dans des problèmes qui font qu'on a une mauvaise appréciation des réalités qu'on vit en ce moment. Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée que la plupart des gens qui sont mariés aujourd'hui ont un âge qui est compris entre 30 et 40 ans. Parce que la population ivoirienne, même elle est jeune à 70%. Les 70% des Ivoiriens ont moins de 30 ans. Donc forcément, ceux qui sont mariés sont très jeunes. Et ils ont des clichés qui ne sont pas les clichés de leurs parents. Ils ont des visions de la vie qui ne sont pas les visions de la vie de leurs parents. Ils ont des manières de réfléchir qui ne sont pas les manières de réfléchir de leurs parents. C'est une époque tout simplement qui n'est pas l'époque de leurs parents. Tout a changé. Et il faut s'en rendre compte. Malheureusement, les mentalités de certains sont dans les ascenseurs, pendant que les mentalités de d'autres personnes sont dans les escaliers. D'accord. Ça, c'est cela la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que les responsabilités doivent être partagées et d'autres qui pensent que non, c'est comme avant, ou c'est papa qui fait ceci, c'est maman qui fait cela. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas pris le soin de faire une étude sur comment les choses se passaient auparavant. Parce que dans les villages, vous connaissez Trabizet Ernest? Pardon? Trabizet Ernest, vous non. le connaissez? Non. C'est un vieux philosophe qui est né vers 1918 et qui a vécu à Manfla, mon village. C'est mon père. Quand j'étais à côté de lui, je voyais qu'il y a des choses qu'il faisait et il y a des choses que ces 8 femmes faisaient également. Elles contribuaient chacune aux charges du ménage. Alors, les gens n'ont pas cette culture-là de voir comment les choses se faisaient concrètement. L'économie domestique était tenue à plus de 70% par les femmes. On oublie ça très souvent et on pense que c'est l'homme qui doit tout faire. Et c'est ces clichés-là qui poursuivent les gens et malheureusement, c'est ces clichés qui détruisent les couples. Il faut le comprendre, il faut en prendre conscience, et il faut essayer de restaurer les choses, il faut essayer de redimensionner en fait ces façons de voir le couple. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un nouveau modèle. Quel est-il et qu'est-ce qu'il comporte? Comment se doit se faire aujourd'hui, hein, la répartition et par qui? C'est de facto on arrache le pouvoir? Non. Non, ce n'est pas une question d'arracher ou de ne pas arracher. Non, les tâches ou les responsabilités. C'est une question de comprendre que le couple est une équipe. Merci. Le couple est une équipe. Didier Drogba, il ne joue pas seul sur le terrain. Il a son rôle à jouer, qui n'est pas le rôle de Kopa Barry. Et il a bien accompli. Hein. Et quand il accomplit très bien, quand il marque des buts, à la fin, c'est vrai qu'on lui lance quelques fleurs, mais on dit l'équipe de Côte d'Ivoire a gagné. C'est l'équipe qui a gagné. Parce que si Kopa n'avait pas été dans les poteaux, c'est sûr que les balles adverses seraient rentrées. Et on ne parlerait pas de victoire. Donc il faut comprendre clairement que le couple est une équipe qui doit faire tout ensemble, dans une certaine cohésion, une certaine synergie. Il n'y a pas de choses dédiées. On doit tout faire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une calculatrice et dire à madame, ben, comme on a dit, comme le coach l'a dit sur le plateau, qu'il faut tout faire ensemble, alors dépose ton bulletin de papier. Voilà. Non, ce n'est pas comme ça.
chacun contribue à la hauteur à mesure de ses capacités. On va consulter le livre du fameux philosophe, votre père. Est-ce qu'il a laissé des publications? Publication orale et verbale. Orale. Ah, ok. Vous l'incarnez bien. On a les cassettes, les vidéos, tout ça, les publications. Dans ma tête. Non, voilà, pour être plus sérieux. Donc, ça veut dire que le truc à maîtriser, c'est de ne pas se fixer de choses du style, voilà, on décide ça, ça ne marche jamais. Ça ne marche pas. On fait tout en équipe. Et comment on fait tout en équipe? Comment on fait ça en équipe? Il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un ne joue pas son rôle, ça crée des problèmes qui pèsent sur l'autre et qui finit par peser sur le couple, sur l'ensemble de la famille. Je vais vous donner un exemple. Les responsabilités ne sont pas que financières, parce que les gens, très souvent, quand on parle de responsabilité, ils réduisent tout à l'argent. Ce n'est pas que l'argent, il y a des choses qui vont bien au-delà de l'argent. L'éducation des enfants, par exemple, qui fait partie des responsabilités des parents, c'est des choses, qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est des valeurs qu'on donne et aussi des choses qu'on ne donne pas. Quand, par exemple, on est focalisé sur l'argent, monsieur dit, bon, c'est ma responsabilité d'aller chercher l'argent, donc il est tout le temps dehors. Il est tout le temps dehors, il reste là-bas. Il y a des choses qu'il ne donne pas à ses enfants. Et il y a des choses que maman donne. Et ce que maman donne, elle donne ça avec des déchets. Elle donne ça avec ce qu'elle peut donner. Et les enfants, ils grandissent dans des déficits. Mais le dealer du quartier, lui, il n'attend pas monsieur, hein, parce que lui, il est là au rebond. Dès qu'il y a quelque chose, lui, il en profite. Et il rentre. Et quand il rentre, on perd tout. Contrairement, par exemple, à un emploi, je perds mon emploi, je sais qu'au bout de 2 semaines, avec un peu de grâce de Dieu, je peux avoir un autre boulot. Mais quand je perds mon fils dans la drogue, c'est irréversible. Donc, quand on ne comprend pas qu'on a des charges qu'il faut assumer, parce que le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas que être parent, c'est une fonction. Être un mari, c'est une fonction. Être une épouse, c'est une fonction qui a ses exigences, qui a ses réalités. De la même façon que moi, je suis responsable, par exemple, dans mon entreprise, et par rapport à ça, je m'impose des horaires de lever, je m'impose des activités à faire, je m'impose des choses à faire. De cette même façon, je dois avoir des activités que je m'impose dans ma famille, avec mon épouse et avec mes enfants. Parce que la vie de couple, elle ne se limite pas qu'à monsieur et à madame, sauf si on est dans un cas où il n'y a pas d'enfants. Mais quand il y a des enfants, tout ce que monsieur fait ou madame fait, ça a une influence directe sur les enfants. C'est indéniable. Il faut en tenir compte. Donc, le partage des responsabilités, si on dédie ça à un genre précis, il y a des risques qu'il y ait des problèmes. Parce que je me dis, l'éducation des enfants, c'est madame qui doit s'en charger. Mais et mon rôle de père, qui le joue en ce moment? Elle ne peut pas jouer à la fois son rôle de mère et mon rôle de père. C'est ce qu'on constate. Et pour les spécificités des familles, parce que des fois, on a des familles monoparentales, où il n'y a pas soit le papa, soit la maman. Comment ça se passe dans ces cas-là les choses s'imposent, en fait, un peu. Et là, on est obligé de faire avec les réalités. Si on était à une émission où on devait parler de l'éducation des enfants dans un contexte monoparental, il y a beaucoup de choses que je vous aurais dites. Mais ici, il faut comprendre clairement que madame, elle est obligée. Donc, on prend le cas d'un couple un couple normal, une famille normale, composée de monsieur et de madame avec des enfants. Il faut comprendre clairement que les choses doivent se faire de façon partagée. Moi, j'aime le pragmatisme, docteur Zabi. Le couple, selon Zabi, ça donne quoi? Une belle équipe. Comment? Où on est différents, totalement différents les uns des autres, mais la différence ne veut pas dire opposition. Voilà. 1 kilo de coton, 1 kilo de fer, c'est 1 kilo. Le fer, il a ses réalités. Le coton a ses réalités, mais 1 kilo de coton et 1 kilo de fer, c'est 1 kilo. La preuve, le fer blesse et c'est le coton qui soigne. Parfaitement. Donc, monsieur, il est ce qu'il est. Il est totalement différent. Alors là, à tous les niveaux de madame. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de... Ça implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et madame est totalement différente. Vous savez, l'un des problèmes de l'humanité, c'est qu'en général, les hommes veulent que les femmes pensent comme les hommes. Et les femmes veulent que les hommes pensent comme les hommes. Et chacun reste dans ces canevas-là, personne ne veut changer, et on va tout droit dans le mur. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train d'aller dans le mur. En général, on ne réalise les choses que quand le mur est déjà défoncé. Alex, on va prendre un cas concret. Monsieur et madame se rencontrent. Ils cheminent le mariage. C'est à ce moment-là qu'on doit établir les bases d'une équipe. Mais comment ça se fait? C'est pour ça que l'émission de la semaine dernière était très importante. Tout comme celle d'aujourd'hui. Voilà, tout doit se faire au début. Le préalable. Tout doit se faire au début. Déblayer le terrain. Voilà.
quand on a défriché les gros arbres, quand on a coupé les gros arbres, quand on est en train de préparer le sol pour les semences et tout, c'est là qu'il faut être sérieux. Parce que quand on n'est pas sérieux à la base... On rate la base, c'est mort. Ça nous rattrape à la fin. Donc, quand on est en train de faire le choix du partenaire, c'est en ce moment qu'il faut observer. Est-ce que celui que j'ai envie de prendre comme époux, est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à voir les choses de façon égoïste, à penser qu'à lui seul, etc. C'est maintenant qu'il faut voir. Et quand on a vu, soit on rentre dedans ou on ne rentre pas dedans. Et on alerte aussi, on peut. On peut alerter, mais le problème, c'est que même quand on alerte, il est difficile de changer un barbu. L'habitude est une seconde nature. Quelqu'un qui a déjà la barbe très, très positionnée, il est difficile à quelqu'un de changer cela. Je n'ai pas dit impossible, mais j'ai dit difficile. Donc, mais au moins, ça permet de mesurer l'ampleur de la tâche qui nous est réservée. Donc, c'est vraiment à la base qu'il faut établir les choses. Quand on voit qu'on a une femme qui a tendance à dépenser, etc., c'est là qu'il faut fixer les balises, en fait. Et puis, quand c'est fait, bon, ben, le chemin, il est suivi tranquillement parce qu'il est déjà tracé auparavant. Donc, c'est vraiment à la base. C'est à la base. Et il faut comprendre que toute la vie de couple, c'est un chemin où on continue toujours de parfaire les choses parce qu'il n'y a pas de couple parfait dès le départ. On continue de parfaire jusqu'au tombeau, en fait. Mais il faut comprendre que les choses se construisent, en fait. D'accord. Voilà. Pour abuser donc du pragmatisme de Marcelin, on se retrouve dans un couple. Alors, on a plusieurs tâches qui sont dévolues. Hein. Comment ça se fait? Il faut revenir à un cas pratique. On décide de quoi? On a parlé dans l'élément d'acheter la bûchette d'allumettes. C'est les femmes qui tout de suite lèvent la main. Comment on devrait faire? L'éducation des enfants, la scolarité, les habits, il y en a plusieurs choses. D'accord. La base, c'est la confiance. Il faut se faire confiance par rapport... Parce que tout ce que vous avez dit, ça a un rapport avec le volet financier. On se fait confiance. On a la prière aussi, hein. Il y a beaucoup de choses. Oui. Bon, on se fait confiance. Monsieur dit à madame, déclare tes biens, déclare tes revenus. Ah. Ça peut être le salaire. Toucher un côté sensible, docteur. Oui. C'est un côté ça peut être le salaire. Ça peut être les revenus de la vente de claclos dans le quartier. Ça peut être tout ce qui est ressources. Tout ce qui est ressources. Voilà. Monsieur également en fait autant. Et par exemple, on peut convenir d'un accord. On peut dire, par exemple, par rapport à nos réalités familiales, on va chacun amener 70% de nos revenus. D'accord. Donc, si moi, je gagne 1 million dans le mois, 70%, ça fait 700 000. 700 000 francs. Donc, j'amène 700 000. Ma femme, elle gagne 100 000. C'est un exemple que je prends. Elle amène 70% de 700 000, ça fait 70 000. Donc, on a dans notre foyer 1 70 000 à dépenser pour toutes les charges de la maison. Donc, dans ces charges-là, il y a l'allumette, il y a la bouteille de gaz, il y a la scolarité des enfants, il y a le loyer, il y a tout. Donc, on met tout ça dans cette somme dont on a convenu ensemble. Voilà, et les 30%, chacun les garde comme son budget de souveraineté. Petit message, ce que le docteur dit est vrai. Quand je cheminais avec un de mes fiancés, avec qui finalement je ne me suis pas marié, Dieu merci, j'ai constaté qu'il était très négligent. Le summum, c'est que lorsqu'il partait aux toilettes, il ne tirait jamais. Je dis ça tel quel. Et j'ai vu que c'était quelqu'un de négligent dans les petits détails et j'ai laissé tomber. J'ai eu raison après quand j'ai su son histoire. Wow. Le diable se trouve dans les détails. Dans les détails, hein. Oui. Ça c'est un véritable détail. Elle a bien fait. Elle a très bien fait. Elle a très bien fait. Docteur, quand même, docteur. Elle a très bien fait. Vous savez, l'homme, c'est comme le chien. Ah oui? Il n'oublie pas sa façon de s'asseoir. Quand je parle de l'homme, je parle avec grand H. Il n'oublie pas sa façon de s'asseoir. C'est-à-dire, il n'oublie pas sa façon de pisser. La façon dont le chien pisse, que ce soit un chien sibérien, d'uriner, voilà. Que ce soit un chien sibérien, un chien gouraud, un chien allemand, il urine de la même façon. Voilà, je veux dire que ce qu'on a en nous comme dépôt... On peut le formater, non? Je pense, hein. Tout n'est pas carré. Voilà. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. On a vu des femmes qui ont refait la tôlerie, qui ont refait la tôlerie, la peinture des hommes qu'on n'a pas reconnue après, vice-versa. C'est à quoi on est en train de s'attaquer ici, ce n'est ni la tôlerie ni la peinture, c'est le disque dur. Ah, ça, c'est le disque dur. Ça, c'est pas faux. Et quand le disque dur n'est pas formaté... formate, justement. Mais à quel moment on le formate? Et quand on le formate, qu'est-ce qui arrive? On perd les données. Mais on peut rattraper les données sur nos disques durs qui est connecté. Il y a la reprogrammation. La reprogrammation, on peut. La reprogrammation. Mais l'homme n'est pas un ordinateur. Si, l'homme est un ordinateur particulier. Oui. Merci pour la précision. Un ordinateur particulier, un ordinateur qui n'efface pas totalement ce qu'il a déjà acquis,
un ordinateur qui ne fonctionne pas comme les ordinateurs que nous créons. Bon, docteur, les 412 personnes, les 412 couples-là, qu'est-ce que vous avez conseillé? Parce que j'imagine que vous ne leur avez pas dit, bon, on ne peut plus bien faire, voilà, laissez tomber, allez-y. abandonner tout de suite. C'est quoi la thérapie, Zabi? La thérapie selon Zabi. C'est ça toute la différence. Influencé par toute la différence entre le philosophe Zabi. C'est là toute la différence entre le thérapeute et le conseiller. D'accord. Le thérapeute, lui, il va diagnostiquer un problème. OK. La part des responsabilités de chacun. Quel est le problème réel qui fait que les gens ont telle ou telle réaction? Parce qu'on a oublié un aspect très important. C'est tous les aspects psychologiques liés, par exemple, à l'attribution des charges. Parce que quand les charges pèsent à titre principal sur une seule personne, ça entraîne un stress permanent. Et le stress, quand quelqu'un a le stress, son organisme sécrète certaines hormones, par exemple comme l'adrénaline, comme, le nom m'échappe là, mais ça va venir, comme l'adrénaline. Ce sont des hormones qui sont importantes pour le fonctionnement du corps. Mais quand cela s'est fait de façon régulière et de façon importante, ça crée des maladies comme l'hypertension artérielle, comme l'ulcère d'estomac, comme la dépression, comme les troubles de sommeil, comme beaucoup d'autres maladies. Burn-out. En général, on n'établit pas de lien entre ce qui nous arrive et ce que nous vivons. Si on établissait ces liens-là, on comprendrait facilement que le diabète, par exemple, que quelqu'un développe à 42 ans ou à 50 ans, est peut-être lié à toutes les pressions, à tous les stress qu'il est en train de vivre dans son Mais chaque fois qu'il rentre au foyer, il est triste. Des fois, même, il a peur de rentrer. Il a peur. C'est pour ça qu'il y a les bars, les lounges, tout ça, ont beaucoup de recettes. Parce que les gens sont tristes de rentrer. Il y a des gens qui sont tristes de rentrer à la maison. C'est pour ça que je vous disais que le couple, c'est une équipe où il faut un coach. Il faut un coach, il faut se parler, il faut se créer, il faut se ménager des sorties entre couples. Il faut se parler, il ne faut pas que les choses pèsent à titre principal sur une seule personne. Il ne faut pas emmagasiner aussi. Il ne faut pas emmagasiner. Voilà, il faut créer les conditions pour ne pas être triste. Et ça s'est créé. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Comme la question qu'on me pose dans l'oreillette, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gâte l'appareil ou on le répare? On répare. Parce que la tendance des jeunes, c'est de changer la voiture. Changer la voiture. Au lieu d'aller chez un mécanicien comme à l'ancienne, réparer les choses. Non, je vous ai dit la semaine dernière que le mariage, c'est un voyage avec un ticket aller simple. On ne revient pas en arrière. Donc, même qu'il y a des problèmes, on assume son choix. Pour terminer. Et on répare les choses. On s'assied, on se parle. En définitive, docteur, qu'est-ce qu'on doit retenir? En définitive, on doit retenir que les responsabilités doivent être partagées. Elles doivent être partagées. On doit tout faire ensemble. Éduquer les enfants ensemble, s'occuper du ménage ensemble, s'occuper de la gestion des finances ensemble. On doit tout faire ensemble. Comme une équipe. Comme une équipe. Chacun dans son rôle. Chacun selon ses compétences, chacun selon ses facultés, chacun selon sa sensibilité. Sa psychologie. Sa psychologie, on n'imposera rien à personne. Je ne dirai pas à ma femme, fais ceci de telle façon, parce qu'elle est elle et moi je suis moi. Donc moi je reste dans mon rôle d'homme, dans ce que je pense que je dois faire. Elle reste dans son rôle de femme, dans ce qu'elle pense qu'elle doit faire. On s'assied, on se parle, on convient des choses et on fait. La négociation tout à l'heure, comme on nous a dit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Rassurez-vous, Alix et moi, nous fonctionnons en équipe. Et cette équipe vous retrouvera, Dieu voulant, demain, toujours avec le même plaisir. Bonne journée.